que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fuse tendre à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix aussi. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner, doit ou pas être là quand elle y va. Donc, honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, protégé, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Polizia, polizia, assassini, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour le futur. Pour l'heure des comptes, pour les victimes, que rien n'éteint, jamais. Et tout mon respect d'être baissé à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué. Pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise. Facile d'avoir raison, en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, tout dit bien qui, à tous les autres et sans nom. Seul le groupe, les arrêter, les rescapés. Car la flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Maintenant, après l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait. La torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne. Donc, c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste et tous les retardés du G8. Honte à vous à jamais, qui prouvait combien du sang de vos peuples vous lavez. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour l'heure des comptes, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, le 24e, avec en régie notre camarade, de retour, bonjour à tous. Qui est enfin revenu en nos locaux. Jean. Salut. Et notre clandestin préféré, Igor, salut. Salut. Oh voilà, Igor, à ta couverture, fais gaffe quand même. et Roberto, pour vous amuser. Alors tout de suite, on passe à la minute de Raymond Lascience, une minute, comme je le répète depuis quelque temps, ça va être 10 minutes. Qui dure un quart d'heure. Avec sa petite revue de presse qui va vous faire un peu bouger les miches. Une minute de militance qui, vous l'avez remarqué quand même depuis un moment, bon, il s'agit surtout de se foutre de la tronche du néant ferrois et de sa bande de nervis. Alors, je vais commencer par un petit jeu quand même pour vérifier qu'autour de moi dans le studio on suit un petit peu quand même. Est-ce que vous vous rappelez de ce que signifie POTUS? POTUS, oui, je me rappelle, mais je sais pas Non, mais je me rappelle, c'est... Oui, ça... Pourquoi? POTUS. Pocahontas, ça je sais. Oui. POTUS, c'est un rapport avec les États-Unis. Absolument, oui. Voilà, je vois que... oh, c'est terrible, toi. Non, et alors imagine les auditeurs... President of the United States. Ah, voilà, c'est ça. C'est on la refera la semaine prochaine. Oui, c'est notre allergie à tout ce qui arrive de là-bas. Vous savez ce que c'est que Optus? Ah, Optus, non, alors là... Pas fini avec tes trucs. C'est OBTUS. Vous pouvez le prononcer à la française, hein, si vous voulez. Optus. Optu. Optu, oui. Ah bah oui. Optu, voilà. Obsessed
by the United States. Obsession. Ouais, ça vous fait pas obsédé par les États-Unis. Ça vous fait penser à quelqu'un, non? Ah oui, ça nous fait penser à un espèce de petit rat là, qui a une petite queue qui frétille tout le temps. Bon voilà. Et Minos, vous traduiriez ça comment? Oui, bah aussi le même. Voilà, Minos, c'est président de la République française. Voilà, trop fort. Alors, ma petite revue de presse, 2 Français sur 3 déçus par Nicolas Sarkozy. Alors moi, je dois être le 3e, parce que je suis pas du tout déçu. Mais alors pas du tout. J'ai été j'attendais de lui exactement ce qu'il est en train de produire, du vent. Je vois pas dans quelle mesure il pourrait y avoir la moindre déception que ce soit. Ah, tu pourrais faire de la météo alors. Enfin bon. Des musiciens de renom inquiets du retocage obligé de la loi Hadopi. Alors peut-être que notre ami JC pourra nous en dire un mot après. Alors moi j'ai du mal à comprendre quand même comment on peut être inquiet de l'ajournement d'une loi qui n'a d'autre but que de fliquer Internet. Je le rappelle. Alors je dirais à tous mes amis musicaux, je sais pas quoi leur dire, quand bien même vous mettriez dans un tube pendant 100 ans la queue d'un lévrier, jamais elle ne se redressera. Bon, c'est beau comme du cantonat, mais c'est juste un vieux proverbe arabe. Démerdez-vous avec ça. Une petite réflexion, JC, sur Hadopi, non? Hadopi, moi j'étais abonné à Capi. D'accord, je vois que c'est intéressant de voir que dès qu'une femme de président fait de la musique, on s'intéresse tout de suite un peu plus à des questions de fond, de longue. Ça fait longtemps qu'on aurait dû y penser à ça, c'est la suite logique. Mais moi je pense que le positif dans tout ça, c'est que ça fout le bordel un peu partout, que ça remet les choses un peu à leur place aussi, quoi. Mais je croyais la loi Hadopi, ça concerne pas que les musicaux, ça concerne les droits d'auteur d'une manière générale, ou les auteurs, non? Oui, enfin c'est le chose. Ça concerne surtout les droits des majors, mais oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Enfin bon, on développera peut-être une autre fois avec les musiciens professionnels. Un carnet de dessins, ça date d'il y a quinzaine de jours, un carnet de dessins de Picasso dérobé à l'hôtel Salé. Il y en a pour plusieurs millions d'euros, paraît-il. Alors j'ai lu et relu cette info qui vient en fait. On sait pas lequel. Qu'est-ce qui a été dessiné dans ces carnets? Parce que si, on a vu j'ai vu des images. Ah, c'est vraiment un carnet de croquis. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'était le corrida ou c'était son truc des femmes nues? Il y a des choses, diverses inspirations comme ça. Il y a aussi bien des dessins qui sont pris à la terrasse d'un café où tu vois une idée qui lui passe par la tête, il la notait comme ça. Des croquis. Oui, ils sont vraiment des croquis, sont même pas des croquis préparatoires, c'est juste des idées comme ça qui passent. Et alors l'info a été reprise par tout un tas de journaux. C'est une dépêche de l'AFP. Il y a juste, j'ai noté une petite différence qui m'a amusé. Dans le Figaro, au milieu de la dépêche AFP, ils ont rajouté une petite clause assez rigolote. Alors je vais vous la lire telle quelle. Le musée accueille également une exposition temporaire de Daniel Buren, dont l'installation semble rendre difficile la surveillance. Alors voilà, ça y est, on n'a pas de voleur pour l'instant, mais on a déjà un responsable. Oui. L'artiste officiel de la Mitterrandie, avec ses fameuses colonnes du Palais Royal. Qui sont en train de restaurer, d'ailleurs. Et qui sont en train de restaurer, ça c'est... Ils ont besoin de restaurer. Dans l'os, la MDA. Et à travers ce cheval de Troie qui est quand même tout à fait bienvenu, ce pauvre Daniel Buren, c'est évidemment tout l'art contemporain et ses mirages gauchistes qui sont visés. Bravo le Figaro. Ah oui, mais ça, il fallait pas faire une exposition qui rend difficile après la surveillance. La surveillance. Ça déjà dès le départ, c'est pas responsable du tout. Puis c'est surtout pas très sarkozyste, quoi. Daniel Cohn-Bendit en tête des personnalités de gauche les plus populaires. Bah voyons. Voilà. Alors là, il en était aux européennes 16,28%. Quelques pourcents de plus, et je sens qu'on va pouvoir ressortir des tiroirs le vieux slogan « Nous sommes tous des juifs allemands ». Absolument. Voilà. Éric Besson, favorable à une discussion avec Daniel Cohn-Bendit. Pas beau ça. Oui. Il a vraiment, sacré Besson, on peut dire qu'il a des au cul.
Dommage quand même que ce ne soit pas les siennes. Alors ensuite, Manuel Valls, candidat. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Qui c'est le maire d'Évry, un quadrat du. Ouais, un quadrat du PS. Oui. Manuel Valls, candidat à des primaires au sein du PS pour 2012. Oui. Alors on peut dire que le Valls a mis le temps pour se déclarer. Oh, Jean, attention. Ah, je savais que ça te ferait plaisir. Là, tu frôles des abysses. Enfin, quel braille quand même, ce Valls. Bon. Oui, on peut le dire. Tu nous la chantes un petit peu ou pas? Une valse à 1000 temps. Oui, non, mais c'est bien. Il s'en rappelle. C'est une vieille chanson de Brel, hein, une de ses premières. Alors, depuis l'élection de Sarkozy, la frontière, je peux lire sur tous les forums en fait politiques de la plupart des journaux, ce qui pose problème aux intervenants souvent, c'est que la frontière entre gauche et droite semble s'être vraiment estompée. Ça gêne énormément de monde en fait. Alors à tous ceux qui s'interrogent ou qui s'inquiètent, je dis non, rassurez-vous, cette frontière est toujours là, palpable. Et je propose cette définition qui vaut ce qu'elle vaut. La différence entre un mec de droite et un mec de gauche, c'est le sens du partage. Le mec de droite veut tout garder pour lui. Le mec de gauche veut bien partager le fric du mec de droite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Ah, merci mon Raymond. Ça nous a un petit peu titillé la chose, oui. On va pas dire quoi exactement, parce que bon, c'est une émission quand même qui est écoutée par les enfants. Donc, question de décence, oui. Je rappelle que Aracaille, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, est consacré à l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci. Enfin, ça devrait être sa place, normalement. Enfin, c'est sa place, plutôt, aujourd'hui. L'artiste et l'engagement politique, là, il est dégagé, tout engagement politique, pas de souci à se faire pour lui. L'artiste et la religion, on en a vu sur les prix Dieu, dans les églises de la périphérie. L'artiste et la société, quoi donc est-ce? L'artiste et la science, que c'est difficile. L'artiste et l'autorité, oui, enfin bon, il y en a qui aiment bien l'ordre républicain, l'histoire de l'art, évidemment, l'avenir de leur profession, ou je sais pas comment on peut appeler ça, actuellement, et l'actualité aussi dans les arts, dont Jean vous fait un petit piqûre de rappel à la fin de chaque émission en vous proposant des expos et en vous proposant aussi un commentaire tout en début d'émission, qui sera aujourd'hui La pensée et le mouvement par Henri Bergson. C'est toujours d'un niveau très très abordable ou acceptable pour les gens qui ont fait bac plus 12. Non, c'est pas du tout mon cas. Non. Avec Igor qui nous racontera sa petite histoire qui va encore nous faire chialer pendant... Ouais, alors, et puis aussi vous rappeler que faisons la fête à la mi-de-pain pour la fête de la musique qui aura lieu le 21 juin, c'est ça? Absolument, c'est dimanche prochain. Oui, c'est dimanche prochain. Oui, on est le 16. Bon, bravo les mecs. Alors, vous êtes cordialement invités à venir fêter la seconde édition de la fête de la musique dimanche 21 juin à la mi-de-pain. Je rappelle l'adresse, 18 rue Charles Fourier, 18 1 et 8 rue RUE, Charles CHARLES et Fourier FOURIER à Paris PARIS, 13e 1 3. Métro Place d'Italie ou Tolbiac. Là, je vous appelle pas, parce que là, c'est connu, la Place d'Italie, quand même, et Tolbiac. De 16h à 24h, la fête 2009 organisée avec deux associations du quartier, l'ARBP et l'USCMB, et avec le CHRS, là, vraiment, les mecs, vos abréviations, de la Poterne des Peupliers, là, c'est plus joli quand même, la Poterne des Peupliers, ils ont pas mis la PDP, c'est la Poterne des Peupliers, est dédiée à 50 ans de chansons françaises.
L'ami de pain mettra à l'honneur toutes les formes de chansons, de la variété au rap, hip-hop, slam, mais fidèle à sa tradition de partage, il invitera aussi les rythmes métissés qui ont contribué à enrichir la musique française depuis toujours. Ouais, depuis toujours, je suis pas sûr. Le programme complet sera consultable sur le site internet à partir du 20 mai. Donc, vous voyez, ça fait un mois pratiquement que c'est consultable. Alors, des bonnes surprises en perspective. Vous pouvez y aller, on vous le recommande. Ça sera vraiment une soirée, je pense, super, parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de s'occuper des autres. J'ai un truc à rajouter. Dans la soirée, il y aura la vente des 10 originaux des affiches pour la fête de la musique de cette année que j'ai fait. Ils ont retenu 2. Donc c'est des originaux, enfin un original, on pourrait dire, il est imprimé sur toutes les affiches de la Mide Pain pour la fête de la musique, qui à l'origine c'est des affiches de la mairie de Paris, qui a proposé à toutes ces associations qui veulent bien fêter 50 ans de la musique française, leur proposer l'affiche de base où toutes les associations ont rajouté leurs coordonnées, etc., etc. Et puis là maintenant c'est imprimé par la mairie de Paris, distribué par ces associations. Donc ils ont rajouté mon affiche dans cette affiche de la mairie de Paris. Il y aura 10 originaux à vendre. Donc si on s'intéresse à l'art du moment, si je fais de l'art, ça c'est une question encore. Oui, ça reste encore à prouver. Donc si on s'intéresse à ça, c'est un petit truc en plus, quoi. La musique, il y a du rap, il y a de la musique. D'accord. Est-ce qu'on a du j'en sais rien aujourd'hui ou pas? Bon, alors un petit coup de j'en sais rien, ça nous ferait pas de mal. Là maintenant, tout de suite. Là maintenant, tout de suite, ouais. Bah oui, on est sevré depuis 3 semaines, hein, quand même. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, toi, mais que t'as été absent pendant 3 semaines. Oui. Et nous, on s'en est rendu compte, hein. N'est-ce pas, Igor? Il y en a une que vous n'avez pas encore écoutée. Oh, probablement, oui. Avec ta production pléthorique, on a certainement beaucoup à apprendre encore. Je vais mettre celle-ci. Celle-ci, la petite histoire, c'est que elle a été écrite en même temps qu'on l'enregistrait, en fait. Ah, bien. Voilà. Une impro, donc. C'est une improvisation, tout à fait. D'accord. Voilà. Pourquoi le temps qui passe ne se rattrape pas? Pourquoi les erreurs de jadis nous suivent pas à pas? Et pourquoi le destin qui naît est toujours ce que l'on ne veut pas? Et ce dont le passé qui fait ce que l'on ne sera jamais? Et pourquoi moi je t'aime et toi tu ne me vois pas? Pourquoi je me bute quand même à ne vouloir que de toi? Est-ce ton charme ou ma faiblesse, ou peut-être les deux à la fois, qui rend la vie si cruelle, si belle et forte à la fois? Pourquoi sommes-nous toujours déçus de ce que l'on ne voulait pas? Pourquoi ne pas se satisfaire des imprévus qu'on n'attend pas? Est-ce pour prolonger le plaisir que l'on désire tout à chaque fois? Est-ce pour imaginer le pire que l'on prévoit tout à chaque fois? Moi j'ai rencontré des sourires et des caresses et des minois, des femmes qui font que tout chavire, que bien souvent je me noie. Ça devrait blinder mon avenir ou hermétiser mes ébats. Il reste toujours les souvenirs, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et pourquoi le destin qui naît est toujours ce que l'on ne veut pas, et ce dont le passé qui fait ce
que l'on ne sera jamais. Radio Libertaire, vous êtes toujours avec nous, oui, je le sens, je le sais, je le vois, je l'écoute. Enfin, 3 aujourd'hui, d'après nos dernières levées. Et c'est une 3e auditeur, mais Jean m'avait dit la semaine dernière qu'il y en avait 5 de plus. Bon, j'espère qu'ils sont toujours là. Des filles en plus. Des filles en plus. On aime bien, on préfère que les mecs. Donc la 24e d'Arracaille, avec toujours les mêmes dans le studio et à la régie. Et tout de suite, notre cher Jean va nous faire son commentaire sur la pensée et le mouvement par Henri Bergson. Oui, ce qu'on a oublié de vous dire aussi, c'est qu'on a à nouveau, comme la semaine dernière, pas d'invité. Elle nous a fait faux bon un petit peu à la dernière minute, mais c'est pas très grave. Oh, on a échappé à quelque chose. Je ne vous dirai pas quoi. Bon, un extrait de La pensée et le mouvement par Henri Bergson. Bergson, c'est 1859-1941. Pour Bergson, l'art nous révèle les nuances et les couleurs de nos sentiments et de nos émotions. L'artiste, lui, montre au philosophe la voie de ce que devrait être une approche du réel. Il est tout d'abord, pour ceux à qui s'adresse son œuvre, un révélateur, métaphore que Bergson emprunte à la photographie, comme vous allez le voir. Un révélateur, c'est plutôt flatteur, non? À quoi vise l'art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience. Le poète et le romancier qui exprime un état d'âme ne le créent certes pas de toutes pièces. Il ne serait pas compris de nous si nous n'observions pas en nous, jusqu'à un certain point, ce qu'ils nous disent d'autrui. Au fur et à mesure qu'ils nous parlent, des nuances d'émotions et de pensées nous apparaissent, qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps, mais qui demeuraient invisibles. Telle l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. Mais nulle part la fonction de l'artiste ne se montre aussi clairement que dans celui des arts, qui fait la plus large place à l'imitation, je veux dire la peinture. Les grands peintres sont des hommes auxquels remonte une certaine vision des choses, qui est devenue ou qui deviendra la vision de tous les hommes. Un Corot, un Turner, pour ne citer que cela, ont aperçu dans la nature bien des aspects que nous ne remarquions pas. Dira-t-on qu'ils n'ont pas vu mais créé, qu'ils nous ont livré les produits de leur imagination, que nous adoptons leurs inventions parce qu'elles nous plaisent, et que nous nous amusons simplement à regarder la nature à travers l'image que les grands peintres nous en ont tracée. C'est vrai dans une certaine mesure, mais s'il en était uniquement ainsi, pourquoi dirions-nous de certaines œuvres, celles des maîtres, qu'elles sont vraies? Alors, La pensée et le mouvement est disponible aux presses universitaires de France pour une dizaine d'euros environ. Vous pouvez le commander à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Et je vous donne aussi le numéro de la librairie, 01 48 05 34 08. Merci beaucoup, Jean. Je voudrais communiquer à nos auditeurs, qui sont, comme vous le savez, très nombreux, 5 et 3, 8 aux dernières nouvelles, et là, on est vraiment heureux, qu'il y a une innovation que nous pouvons mettre en place. Je ne sais pas si on peut la mettre en place aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas parlé avec notre technicien Jean-Christophe, dit J'en sais rien. Vous avez entendu sa dernière chanson, pas mal.
une innovation qui consiste à nous écrire un mail. Alors vous notez radio.libertaire@fédération-anarchiste.org. Mais ça, on vous mettra ça sur le blog de l'émission. Et de cette manière, vous pouvez, on a un ordinateur à la régie, et vous pouvez nous envoyer un mail et on peut vous répondre directement. Si le mail est lu par Jean-Christophe et nous est communiqué, eh on pourrait papoter avec vous. Voilà. Alors ça, c'est Nathalie, vous savez, on vous en a parlé la dernière fois, Nathalie Megrès, qui anime l'émission Musard, qui malheureusement risque de disparaître des écrans radars, qui nous a envoyé ce petit mot pour que vous puissiez communiquer plus directement avec vous, parce qu'il y en a des fois que le téléphone en quelque sorte peut paralyser ou rebuter, qui n'aime pas parler, qui préfère écrire, donc vous pouvez le faire en nous envoyant un mail. Voilà. Non, je pense que c'est tout pour l'instant. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 01 43 71 89 40. Ça, c'est pour ceux qui aiment pas écrire. Voilà. Il y en a pour tous. Il y en a pour tous les goûts. Et pour ceux qui aiment dessiner, comment on fait? Pour ceux qui aiment dessiner, ils peuvent nous envoyer des pièces jointes, à leur mail, et puis voilà, comme ça on pourra regarder leurs petits zigouigouis, et on pourra peut-être en parler aussi, tout ça, et puis en mettre même sur le blog de l'émission, parce que nous avons un blog qui est http://arracaille.blogspot.com. Voilà. Ça te déçoit si je ne l'appelle pas aujourd'hui? Non, Jean, bon non. Vous êtes donc toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans publicité. La Radio Libertaire qui a toujours besoin de thunes pour pouvoir continuer à avoir le dernier matos qui apparaît sur le marché pour pouvoir mieux vous communiquer nos bêtises. Enfin, je parle de l'émission Racaille, bien sûr, parce que toutes les autres émissions sont nettement d'un niveau nettement. Bref, un niveau nettement. Voilà. Et donc, il y a une carte d'auditeur qui coûte 20 €. Je sais, ça peut être beaucoup, ça peut être très peu, ça dépend de ce qu'on a dans son porte-monnaie. Et comme il y a de plus en plus de bourses plates, que ceux qui ne l'ont pas doublent la mise pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui l'ont plate. Voilà, il y a aussi donc toutes les semaines un superbe magazine qui s'appelle Le Monde Libertaire, qui n'a rien à voir avec le monde, mais parce que justement il est libertaire et que le monde c'est plutôt conservateur, si on peut dire ça comme ça, qui paraît donc toutes les semaines dans quelques kiosques, mais surtout on peut l'avoir et à la librairie Publico, dont Jean vous a rappelé l'adresse tout à l'heure, mais je vous la rappelle, 145 rue Amelot à Paris, dans le 11e métro Fille du Calvaire. Vous pouvez donc, et c'est au 01 48 05 34 08, mais Jean vous en a dit un mot aussi. Le Monde Libertaire, et puis aussi les éditions du Monde Libertaire, qui sortent quelques bouquins par an, et des pas mauvais. Vous pouvez aussi en prendre connaissance, toujours à la librairie Publico. C'est une espèce de lieu incontournable de la pensée anarchiste, mais vous pouvez trouver des publications autres que les publications anarchistes. Mais disons que là, au moins, vous en trouverez des anarchistes que vous trouverez probablement nulle part ailleurs. Voilà. On va un commentaire Jean, un commentaire Igor, un commentaire Jean-Christophe. Ça se passe sans commentaire. Bon. De la zik. De la zik, alors. Allons-y. Oh, quelle est bonne celle-là. Est-ce que vous connaissez Aaron? Aaron, ouais. The Clock? Aaron, tout court. C'est 2-A-R-O-N. Aaron. Vachement non, on en connaît un, mais c'est A-R-O-N. Nous, on connaît Rémi Aaron. Oui. À la limite. À la limite. Mais, enfin, on préfère l'oublier quand même. Non, c'est quelque chose d'assez calme. Je vous mettrai peut-être un truc un peu plus énervé. Vous réveillez tout à l'heure. Ouais. Aaron. Bon. Take another walk out of your fake world. Please pull all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup.
Some else die, you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, on being guide. For every Radio Libertaire, mais oui, vous êtes toujours avec nous, à Racaille la 24e, avec toujours les mêmes, et maintenant, tout de suite, sans respirer, une histoire de genre qui concerne Egon Schiele. Vous savez, ce mec qui faisait des nanas super. Je vais plutôt commencer en fait par une histoire de chef-d'œuvre. Je vais un peu bouleverser mon truc. Pour toutes les femmes de... Ah, t'aimes pas, hein. Non. Non, je sais pas, c'est comme ça, mais je t'expliquerai pourquoi ensuite. C'est qui font pour toutes les femmes de ma vie, hein, mes sœurs... Ah oui, déjà, c'est un début d'explication. Et ma femme, je crois d'ailleurs qu'il y a eu une de mes sœurs, enfin je crois me rappeler qu'une de mes sœurs a d'ailleurs une reproduction de ce tableau dans sa cage d'escalier. La femme au serpent, ou plus exactement le portrait de Simonetta Vespucci par Piero di Cosimo. Piero di Cosimo, c'est 1462-1522. Alors on ne sait pas grand-chose de Piero di Cosimo, en dehors du fait qu'il n'a pas 19 ans quand il accompagne son père à Rome pour l'aider dans ses travaux à la chapelle Sixtine. Je crois me rappeler que son père était orfèvre et que c'était un excentrique qui collectionnait les objets rares et les animaux exotiques, interdisait à quiconque de sarcler sa vigne pour ne pas contraindre la nature. Et enfin, qui lui arrivait d'être si content de son travail qu'il en grinçait des dents. À propos de sarcler la vigne, ça revient. Il y a des
des méthodes de culturales ou culture, je sais pas comment on dit, qui préconisent de pas enlever les mauvaises herbes de la vigne, tu vois, de pas mettre de pesticides et tout, de laisser les choses comme ça. C'est le retour de Piero di Cosimo et de toute la Renaissance, c'est beau. Voilà. Et il lui arrivait d'être si content de son travail qu'il en grinçait des dents. Oui, bon. Bon, j'ai remarqué, moi, que Robert, c'était plutôt l'inverse. Hein. D'ailleurs, ça lui arrive assez souvent. Ou alors son vin, il n'était pas du tout sucré. Hein. Quand grinçait des dents. De lui nous reste une fête nocturne, le carnaval de la mort, parce qu'elle survécut très longtemps dans la mémoire des Florentins. Ça a été beaucoup copié depuis, hein, mais quand le char portant l'effigie de la mort s'arrêtait, les cercueils dont il était recouvert s'ouvraient, libérant des fantômes vêtus de draps noirs sur lesquels étaient peints des squelettes blancs. Au son des instruments les plus lugubres, les acteurs chantaient « Morts nous sommes comme vous voyez, ainsi morts nous nous verrons ». D'autres squelettes terrifiants suivaient à cheval, entourés d'étendards noirs éclairés par des torches. De lui nous reste aussi et surtout le magnifique portrait de Simonetta Vespucci, aux traits purs à la grâce sans égale, enlevé en quelques touches légères sur un fond de paysages et de nuages, dont les courbes forment avec les nœuds de la chevelure et un serpent lové autour du cou, le jeu d'arabesque le plus inattendu. On peut dire de ce délicieux mélange de naïveté charmante et d'érotisme trouble qu'il est étonnamment moderne, ou que l'inquiétude nostalgique qui en résulte rappelle irrésistiblement Botticelli, tout à fait, que nous avons plusieurs fois évoqué la semaine dernière. On ne sera pas étonné d'apprendre que Piero di Cosimo fut redécouvert lui aussi par les surréalistes, décidément. Il partageait avec Léonard le goût d'observer les taches des vieilles murailles ou la forme des nuages et d'en tirer des inventions merveilleuses. Le portrait de Simonetta Vespucci lui fut très probablement commandé par Julien de Médicis, frère de Laurent le Magnifique, qu'il aima follement. Elle avait la réputation d'être la plus belle femme de son temps. Et on retrouve son visage délicat dans nombre de chefs-d'œuvre de la Renaissance. En plus des portraits officiels, celle qu'on appelait l'idole de Florence fut la Vénus de Botticelli pour Vénus et Mars, comme pour la naissance de Vénus, ou encore la figure centrale de Flore pour le printemps. Le tableau dont nous avons parlé la semaine dernière à propos du texte de Proust, elle est aussi cette figure de la fille de Jesro, Zéphora, qui avait, dont Swann trouvait qu'elle offrait une ressemblance étonnante avec sa maîtresse Odette de Crécy. Voilà, ça c'est encore et toujours Simonetta Vespucci. Elle mourut de la tuberculose à l'âge de 23 ans, laissant, c'est horrible, laissant les Florentins inconsolables. Quand il mourut en 1510, Botticelli demanda à être enterré dans l'église Oniscienti, près de la tombe de Simonetta. Comment ne pas en conclure que lui aussi l'aima à la folie? Piero di Cosimo n'avait pas 15 ans à la mort de Simonetta. Aussi s'agit-il sans doute d'un portrait posthume. Ce qui nous autorise à imaginer, au-delà de toutes les interprétations érotiques qu'on peut en faire, que le serpent lové autour du cou de la belle symbolise ce mal intérieur qu'elle porte en son sein, qui la ronge et va l'emporter. Étrangère à ce qui l'entoure, son visage parfait levé vers la lumière, Simonetta sourit pour l'éternité. Et elle a un pli sous l'aisselle du bras à gauche, car c'est alors arriver à faire une chose aussi délicate et sans que ça abîme la plastique du modèle, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et des seins. Ah oui, c'est ce que je voulais demander. Est-ce que, Jean, tu vas le mettre sur le blog? Oui, je vais le mettre sur le blog. C'est parce que j'aimerais faire une remarque. Oui. Les gens qui vont après la voir sur le blog, dites-moi si ça vous rappelle comme ça, en première vue, les peintures d'Alphonse Muchin de la Belle Époque. Des couleurs, cette délicatesse
Est-ce que L'incarnation. des formes et puis cette espèce de couleurs qui sont, c'est très doux. Non, c'est pas faux. En plus, il y a le dessin est assez affirmé dans toute cette douceur. Il y a quand même un contour. Quand il a fait Sarah Bernard, quoi, par exemple, tout ça, ça me fait penser à ça. C'est pas faux. Alors, ce magnifique tableau qui est un des plus beaux de la Renaissance, florentine, vous pouvez l'admirer. Là, je ne sais pas pourquoi il est chez nous. J'espère que c'est pas du vol, encore une fois. Là, on peut accepter. Celui-là, on a bien fait de le piquer. Oui. Si on l'a piqué, vous pouvez l'admirer au musée Condé de Chantilly. C'est un des fleurons du musée. C'est un très beau musée d'ailleurs. Mais enfin, rien que ce tableau vaut le déplacement à Chantilly. C'est pas très loin de Paris. Et j'en mettrai évidemment une reproduction de qualité sur le blog de l'émission. Et s'il a appartenu au Condé, c'est certainement lui qui est piqué. J'aime bien cette émission parce que c'est très artistique, mais il y a toujours une vérité. Ce que vous dites. Oui, voilà. Igor, et on attend la tienne. Voilà. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'ai commencé en fait par Simonetta Vespucci. D'accord. À tout à l'heure. Igor. Ah oui, je me lance. Oui, Igor. Parce que je me permets de te citer, puisque toi-même tu t'es cité. Autrement, on va rester dans une discrétion de bonne aloi. Ok. Je pense que si tu t'es permis de me citer, c'était pour mon petite histoire parisienne. Oui, bien sûr. Ok. Donc, cette fois-ci, c'est la 19e des 20 de ma petite histoire parisienne. J'évoque dans cette petite histoire parisienne le SAMU social. Pour introduire mon histoire d'aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment j'ai rencontré SAMU social, comment ça s'est passé. Comme je me suis retrouvé il y a des années à la rue, en Champ de Mars, par la panique qui m'a pris quand j'ai commencé à comprendre que je suis plus touriste, mais pas encore parisien, donc je suis probablement quelque part en l'air ou sur les Champs de Mars, donc j'ai commencé à croire vraiment que je suis SDF. Je suis allé à la mairie d'un arrondissement, je ne sais pas lequel, c'est le 7e, je pense, les Champs de Mars, le 8e. Et j'ai pris quelques brochures, quelques bouquins sur l'accompagnement social de la ville de Paris, et c'était mon premier contact avec. Et là, j'ai eu un numéro 115. Je me suis dit, ah bah tiens, il y a un numéro, en plus c'est gratuit, appel gratuit, donc je vais leur expliquer que je suis dans la merde et qu'il faut m'aider. Ils vont comprendre. Un jour, un humain va dire, écoutez, il faut m'aider, donc il faut m'aider. Donc j'ai appelé et puis ils ont bien entendu décrocher et ils m'ont dit, monsieur, on va vous faire d'abord un dossier. Mais il faut que vous attendiez un petit peu, l'appel est gratuit, donc attendez. J'ai attendu 5 minutes, j'ai attendu 10 minutes, j'ai attendu 15 minutes, j'ai attendu 20 minutes, il y avait tout le temps la même musique. Je me suis dit, et ça, c'est pas du sérieux. On traite pas des gens comme ça si ils ont besoin de l'aide. Au bout de 20 minutes, ils ont revenu de standard de 115 et puis ils ont fait avec moi un petit dossier ou un dossier où en posant la question comment ça se fait que je suis en France, comment ça se fait que je me retrouve à la rue, etc., etc. Et moi, en espérant toutes ces minutes, finalement c'était une demi-heure, en espérant la réponse finale. Genre, bon, vous allez maintenant à telle adresse, et là, vous allez dormir, manger, machin, truc. Mais la réponse était, oui, on a fait votre dossier, c'est bien, mais on n'a rien pour vous. Alors là, aujourd'hui. Alors là, je me suis dit, alors là, ça commence mal. Donc, j'ai raccroché, je me suis dit, non, ça passe pas par là. Et j'ai complètement oublié 115 pour les 6, 7, peut-être 8 mois
à venir. Donc je suis resté dans la rue sauvagement, etc., jusqu'au moment où je me suis fait brûler de mon sac de couchage, où j'ai pas pu bouger pendant quelques jours, etc., dans un parc. Et il y a un copain qui est passé, il m'a dit, Igor, tu peux pas rester ici comme ça, mais tu vas, il faut que tu appelles 115. Je dis, non, j'ai mon expérience, il y a quelques mois, etc. 115, c'est pas du sérieux. Il m'a dit, mais attends, c'est pas du sérieux, appelle-les. Et puis bon, je me suis levé quand même, je les ai appelés, et puis ils m'ont tout de suite donné le meilleur hôtel social de la ville de Paris. Et moi je me suis dit, mais c'est pas croyable, comment ça se fait? Au bout de quelques temps, même pour dire, encore un an après, j'ai compris que 115 c'est plus que sérieux. C'est pour ça que c'est en étant quelqu'un qui commence à avoir des problèmes, appelle, il veut tout de suite aider, etc. C'est pour ça qu'on peut pas tout de suite donner aux gens tout ce qu'ils veulent. Parce qu'on est sérieux. Par rapport à cette musique, c'est toujours lent. Vous appelez 115 tous les matins pour avoir un lit le soir, pour dire, d'après mon expérience, parce que ensuite, c'est pendant à peu près 2 mois, j'étais logé par 115, et chaque matin quand j'appelais, il y avait une musique pendant 15 minutes. Mais je savais que c'est ça. Mais par contre, ils avaient tout sur vous. Ce dossier qu'ils ont fait en tout début m'a sauvé la vie ensuite. C'est donc, voilà, 115 qui c'est pour moi, c'est un des miracles de la ville de Paris, qui déjà est, par rapport à leur travail social, c'est déjà un miracle. Donc, mon histoire d'aujourd'hui s'appelle Agent téléphonique en pluriel. Ça se passe dans le 14e arrondissement, quartier Plaisance. Si on se lève assez tôt le matin, on peut voir toutes les cabines téléphoniques de la ville occupées. La raison est assez simple. Toutes les célébrités internationales du cinéma, du sport, de la musique ou du showbiz qui viennent à Paris pour leur métier sont obligées de réserver à l'avance leur hébergement dans un hôtel ou dans un palace. Pour cela, il existe dans la capitale un système absolument génial qui est pratiqué par des agents téléphoniques. Ces spécialistes ont un registre de leurs clients et garantissent à tous ces stars qu'en arrivant à Paris, ils n'auront pas de problème d'hébergement. Vous imaginez bien que ces agents téléphoniques gagnent royalement leur vie, mais leur mission n'est pas si facile. En effet, le premier problème de ce métier, c'est le nombre croissant de nouveaux agents téléphoniques qui souvent, c'est pas des vrais professionnels. Deuxième problème, c'est que les cabines téléphoniques ne sont pas toutes en état de fonctionnement. Mais ça, ce n'est pas la plus grande difficulté. Le pire, c'est que la réservation n'est assurée que pour un jour, celui de l'arrivée du client à Paris. Et si le client souhaite rester plusieurs nuits, l'agent téléphonique est obligé chaque jour de lui trouver une nouvelle place. Leur travail les oblige à rester tout le temps attentifs et à la recherche d'une cabine téléphonique libre. Mais ce qui est le plus agaçant dans tout ça, c'est qu'il y a un seul numéro téléphonique où on peut réserver toutes ces places. C'est le 115. Merci beaucoup, Igor. Bien, pour se remettre un petit peu... J'aime bien parce qu'il y a une touche d'humour. C'est... Ouais. Oui, il faut de l'humour, il faut pas mal d'humour. Bien. Jean-Christophe, tu peux nous mettre un peu quelque chose d'un peu vif, là, qui nous remette les pieds sur terre. C'est un très très bel album de Patti Smith que je vais vous mettre là. Patti Smith qui s'est confronté à l'exercice de reprise. Donc c'est un album entièrement de reprise, repris par Patti Smith. Voilà, je vous laisse reconnaître celui-là. Yeah. Here we go.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu. Oh là là, on a de la chance. 100 mètres, oh là là, encore plus. Sans publicité, c'est la totale. Oui. Mais avec Simonetta Vespucci, pour vous dire, on était encore en train de papoter sur son corps divin. Sur ses seins d'albâtre. Oh là là. Oh, d'albâtre, peut-être pas, parce que on sent une espèce de douceur, de légère mollesse, qui est bon. Bref. Oui, Arakai, la 24e. Continue, ça fait du bien d'entendre un vrai artiste de ce fantasme. Moi, ça me donne des bouffées de chaleur. On est donc toujours sur Radio Libertaire avec Jean, avec Igor, avec Jean-Christophe dans son petit bocal. Et avec Jean tout de suite, qui va nous causer dans le poste, de qui là je n'annonce plus rien du tout, parce qu'il va encore me balader. Non, Egon Schiele, non. Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de peintre, Egon Schiele. Je sais pas si on dit Egon ou Egon, j'ai jamais su. Egon Schiele. Egon. Egon Schiele, c'était 1890-1918. Fils de cheminot, Egon Schiele naît près de Vienne en 1890 donc. Tout jeune, il passe une bonne partie de son temps à dessiner les wagons et les locomotives qu'il aperçoit de sa fenêtre. À l'âge de 16 ans, il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. C'est incroyable, souvent, là, quand même, la précocité de beaucoup d'artistes comme ça. Ses premières œuvres sont très nettement influencées par Klimt, qu'il rencontre d'ailleurs 1 an après son entrée aux Beaux-Arts. Il quitte alors l'Académie et devient rapidement l'un des représentants les plus audacieux et les plus fébriles de l'art nouveau. Alors là, on va peut-être... En fait, cette histoire, je la raconte pour Igor, parce qu'il y a dans ton expo... C'est pour ça que tu me regardes. Ouais, je te regarde beaucoup en racontant cette histoire, parce qu'il y a quelques-uns de tes dessins. Il y a des dessins à ton expo qui étaient assez, qu'on sentait presque débutants, un peu maladroits, et puis d'autres qui m'ont carrément rappelé par leur... pas seulement par leur... le côté incisif de leurs traits, mais aussi par la sûreté du dessin, qui m'ont fait penser à Egon Schiele. Est-ce que c'est seulement une seule question? Est-ce que par rapport au début et à la fin de ce projet, tu vois à peu près où ils étaient ceux qui étaient assez réussis, enfin assez aboutis, ou où ils étaient ces dessins-là, où d'après toi ils n'étaient pas encore... Est-ce que c'était pas parce que je suis arrivé quand même à la fin de... Mais bien sûr, Igor. Je te rassure, les plus aboutis ne sont pas les premiers. Vous savez, les chers auditeurs, moi je suis très sensible à ce qu'ils disent ces deux grands peintres ici dans le studio, donc je... Bon, je disais donc que Klimt quitte assez rapidement l'Académie. Apparemment, il y est resté 2 ans. Il s'est fâché assez vite avec ses professeurs. Il s'installe à Krumo, une petite bourgade de Bohême, aujourd'hui République tchèque. Tu connais? Krumlov. Oui, ça ressemble oui, assez peu. Une petite bourgade dont les ruelles vétustes et irrégulières lui inspirent des paysages oniriques. Mais l'atmosphère villageoise lui est rapidement insupportable. Ses mœurs très libres, autant que les modèles qui posent pour ses nus scandalisent la population. Schiele fuit à Neulenbach, je sais pas quoi ça, aujourd'hui c'est en Autriche, où il pense avoir trouvé le cadre idéal à son inspiration et à son travail. Mais à la suite d'une dénonciation pour détournement de mineurs, il est incarcéré pendant quelques jours, je crois que c'était 24. Là, excuse-moi, on parle de Schiele ou de Klimt? De Schiele, oui. De Schiele. Il entreprend alors un voyage qui va le conduire jusqu'en Suisse. Mobilisé en 1915, il n'est pas envoyé au front. Il continue à peindre dans son style âpre et anxieux, au coloris à la fois sauvage et minutieux. Au printemps de 1918, la sécession de Vienne l'invite à exposer et c'est le succès immédiat. Il présente 19 toiles et de nombreux dessins et aquarelles que la critique comme le public célèbrent avec enthousiasme. Egon Schiele n'en profitera pas longtemps. Il est emporté la même année, 3 jours après sa femme, par l'épidémie de grippe espagnole qui sévit alors sur toute l'Europe. Attention à la grippe A. Plus que la peinture, c'est d'abord le dessin que l'on remarque chez Schiele. Net, marqué, comme exécuté au scalpel, énergique jusqu'à la violence, et surtout extraordinairement sûr. C'est un dessinateur fantastique. Sa connaissance approfondie du corps humain
permettait à Schiele de dessiner comme en 3 dimensions, là où la plupart des artistes n'en connaissent que 2. Il ne faisait jamais disparaître le squelette sous la chair, le dessinant dans la logique de ses mouvements et de ses postures, insolites parfois jusqu'à la caricature. Les parties génitales aussi n'étaient pas masquées, loin de là. Caricaturé. Oui, presque caricaturé, effectivement, là aussi. Il avait passé beaucoup de temps à étudier les attitudes de certains déments dans un asile psychiatrique, mais aussi les positions de marionnettes manipulées dans un petit théâtre. Et c'est sans doute ce qui donne cet aspect désarticulé à ses personnages et à son art. Pour la petite histoire, Schielen signifie loucher en allemand. Et nombre de critiques hostiles à son travail n'hésitaient pas à user de jeux de mots pour le dénoncer. Dans la centaine d'autoportraits qu'il a laissés, Schiele s'est souvent représenté affligé d'un strabisme impressionnant qu'il n'avait pas du tout, dans le seul but de se moquer d'eux. Très bien, Schiele. Et on peut dire, enfin moi c'est ce que je ressens en tout cas, que son travail est tout à fait contemporain, et en pensant, on ne pourrait pas imaginer que ça a un siècle. Parce que vraiment, et puis il y a 28 ans. Enfin, il a fait son œuvre entre... complètement, mais ça continue d'émouvoir et de choquer. Oui, tout à fait, oui, absolument. Comme en son temps, c'est d'émouvoir et de étonnant, choquer. Je mettrai là aussi des originaux, ou au moins un original de ouais. bonne tenue sur le blog de l'émission. Tout à fait. Et moi, il me fait penser un petit peu à, tu me diras, l'autre il est un peu plus mouligasse, mais un petit peu à Freud. Mm-hmm. Toi, il y a quelque chose dans le dessin qui fait penser un peu à Freud. Mais bon. Freud avait une relation avec Klimt. Il adorait la peinture de Klimt, mais... Non, mais je te parle du peintre Freud. Ah, Lucien Freud, pardon, oui, excuse-moi. Lucien Freud. Okay. Oui. Mais moi, franchement, je pensais comme Jean, il y a une ressemblance de quelque chose entre le docteur Freud et les peintures de Schiele. Voilà, mais Freud lui-même préférait la peinture de Klimt. Oui, le grand malade, c'était Schiele, bien sûr. Bien sûr. Bien, Jean-Christophe, allez, encore un peu de musique, parce que bon, on est quand même pour faire baisser l'attention des auditeurs, parce que là, il doit commencer à avoir une espèce de mal de tête. Je vais vous mettre la chanson que je dois avoir le plus souvent dans la tête, justement, qui est l'adaptation d'un poème de Apollinaire, Hôtel, par Pink Martinique. Vous allez reconnaître. Vous allez reconnaître fatalement parce que c'était un grand succès. Et voilà. Donc vous repenserez pourquoi j'ai souvent cette chanson dans la tête comme ça.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, avec Igor au téléphone, avec Jean qui ferme la porte, avec Jean-Christophe qui se débat son bocal en se posant des questions sur l'ordinateur, je crois, je sais pas, peut-être, oui, non. Oui, c'est un message de Nathalie. Elle nous a envoyé un message. Elle nous envoie un message. Et qu'est-ce qu'elle dit? Alors, c'est écrit petit, je vais essayer de... petit coucou à toute l'équipe de la 24e, de ma campagne lointaine ensoleillée. Jean-Christophe est de retour, c'est super. Ah, voilà, merci Nathalie. Oui, on dit Egon. Egon, d'accord. Egon, ouais. C'est vrai, Igor, un trait assez chill. Vis à vous. Merci Nathalie, c'est gentil, mais maintenant que tu es au téléphone, en plus, mais tu squattes tous les moyens. Évidemment, franchement. De communication avec l'émission. Ouais. Bon, retourne vite à ton émission Musard, comme ça. Bien, Jean va poursuivre avec ses histoires d'artistes pour essayer de nous apprendre quelque chose. Il a une vocation de pédagogue, je suis sûr qu'il a manqué sa façon. Il aurait dû éduquer les jeunes gens. J'ai du Robert, c'est... Non. Oui, c'est vrai. Oui, mais enfin, je suis plus très jeune. Non, pourquoi tu dis ça? C'est plus difficile. Histoire de vie, histoire d'artiste, une histoire d'expo. Bon, c'est assez rare, ce sera assez rare sur Arracaille, surtout une expo qui date autant. La peinture romantique anglaise et les pré-raphaélites, c'était au Petit Palais à Paris en 1972. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Il y a une poignée d'années, là c'est 4 ou 5 ans, pas plus, avec mon copain Fournier, nous avons commencé à travailler sur un projet de réédition de l'un de ses livres, le CV de Dieu. Je crois que c'était pour les éditions Stock, mais on n'aime pas beaucoup les dessins chez Stock, alors ça n'a pas abouti. Il faut d'abord que je vous dise que le Fournier en question, c'est un grand érudit en matière de peinture. Nous le recevrons d'ailleurs dans l'émission un de ces 4 après la rentrée. On aura intérêt à réviser. Et qu'il a réalisé des films documentaires sur la peinture pour lesquels il s'est baladé dans à peu près toute l'Europe. Je crois même qu'il est sorti des frontières de l'Europe, qu'il a changé de continent. Il a même obtenu un 7 d'or pour un film sur Egon Schiele, et voilà comment on se retrouve, qui est sur sa cheminée. C'est le plus bel effet. Ça doit être signé Georges Mathieu ou quelque chose comme ça, non? Je crois. Il me semble, ouais. Bref, les premiers cartons que je lui ai proposés l'ont assez scotché. C'était des lavis à l'encre de Chine, rehaussés de gouache blanche et de stylo à billes, exécutés sans dessin préparatoire. Incroyable, me dit-il, on dirait du John Martin. Alors, inconnu, totalement inconnu au bataillon. C'était la première fois qu'il réussissait à me coller sur un peintre. Ça avait l'air d'ailleurs de lui faire très très plaisir, mais j'étais limite vexé. Alors évidemment, je rentre chez moi, je fouille dans mes dicos de peinture. Ah, tu t'es pas pris un petit coup de remontant, un petit coup de janière pour... non, j'aurais peut-être dû, non. Avant de plonger dans les dicos, là, mais alors, mes dicos, toujours rien sur le pauvre John Martin. Alors, le soir même, j'ai un peu abandonné l'idée sur Internet, pareil, pas grand-chose. J'ai abandonné un petit peu l'idée de trouver à quoi pouvaient bien ressembler les peintures de John Martin, et je vais dîner chez ma vieille maman, à l'autre bout de Paris, et puis je sais pas comment ça se fait, mais on s'est pris tous les deux, on s'est trouvé pris dans un espèce de quart d'heure de nostalgie où nous nous sommes mis à évoquer les nombreuses expositions que nous avions vues ensemble au temps de ma prime jeunesse. Te souviens-tu, me dit-elle, de l'expo du Petit Palais sur les romantiques anglais et les pré-raphaélites? Si je me souvenais, je crois que c'est tout bonnement la plus belle expo de peinture que j'ai vue de ma vie, et ça reste vrai encore aujourd'hui. J'ai même gardé le catalogue, je lui dis. Alors, de retour chez moi, elle m'avait offert le catalogue au moment de l'exposition, on était tous les deux. Et alors, de retour chez moi, 2 heures après, je fouille fébrilement ma bibliothèque à la recherche de cet objet. Et je le trouve. 1972, la peinture romantique anglaise et les pré-raphaélites, donc,
le siècle d'or de la peinture anglaise. Hein. C'est 1760-1860. Je vous passe le nom de tous les peintres, mais enfin, il y avait Constable et sa charrette de foin. Il faut avoir vu l'original. Hein. C'est quelque chose le travail de Constable, c'est extraordinaire hein, sur le plan de la peinture pure. Bon. William Blake et son Éternel, c'est cette espèce de dieu là dont on voit que le sommet du crâne ou presque. Burne Jones et son Enchantement de Merlin. Fuseli et son Cauchemar, c'est ces têtes de chevaux qu'on voit toujours apparaître aux fenêtres comme ça. Gainsborough et sa jeune paysanne avec chien et cruche, n'y voyez pas de métaphore. Hein. Lawrence et son Pisette. John Everett Millais et son Ophélie au fil de l'eau. Je vous raconterai l'histoire de ce tableau une autre fois parce que c'est assez particulier. C'est une des peintures les plus spectaculaires que j'ai vues de ma vie aussi. Tu connais, non? Non. Ophélie. J'aurais dû ramener le tableau, mais puisque j'en parlerai une autre fois. Rossetti et son Elisabeth Sidal tant aimée. Elisabeth Sidal, qui d'ailleurs est le modèle, elle était la femme de Rossetti, hein, il en était fou amoureux, et elle était aussi le modèle de l'Ophélie en question. J'aime bien les histoires un petit peu croisées, comme ça, vous l'aurez remarqué. William Turner et son Pluie, vapeur et vitesse, qui a sans doute été le véritable inspirateur de l'impressionnisme. C'est en allant voir à Londres cette toile que Monet, je pense, a décidé de l'orientation de sa peinture. Elle a beaucoup aussi impressionné Picasso, mais ça, c'était quelques années plus tard. Hein. Et là, au milieu du catalogue que je suis en train de feuilleter, un certain John Martin, dont une toile en particulier me saute aux yeux, The Bard, le Bard hein, en français. Alors, c'est vraiment bizarre comme les influences les plus profondes ne sont pas forcément les plus conscientes. Mais la vie ne reprenait aucun élément emprunté à Martin, hein, c'est tout à fait ailleurs que ça se joue, mais ils auraient vraiment pu être peints de sa main. Que les toiles vues dans ma jeunesse aient pu m'impressionner à ce point, puis sembler disparaître dans les limbes, je n'avais plus aucun souvenir de John Martin, hein, je le rappelle, avant de ressurgir comme ça d'un coup. Je ne sais pas, mais je crois qu'on touche un petit peu là, comme au grand mystère de l'inspiration. Alors je le dis à tous ceux qui pensent que leur peinture ne vient que d'eux et qu'elle ne trouve leur origine dans aucune sorte d'influence. Prudence. Tout à fait, Jean. Voilà. Je crois. D'ailleurs, tu m'avais t'avais mis un moment sur un forum, tu avais mis ton travail. Oui. Et, tout à fait. Oui. Je veux dire que le travail de Jean, d'après Martine, enfin, il le savait pas. Absolument. Et aussi tout à fait remarquable. Et quand je dis ça, je me sens un petit peu merdeux. Voilà, il nous écrase non seulement de sa culture, mais en plus de sa peinture. Donc, on a la totale, quoi. Non, sérieusement, Jean. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que t'as un travail qui est vraiment assez extraordinaire, quoi. Sur les influences, il y a des questions à se poser. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tous les petits merdeux là ils font une crotte et ils pensent que ils ont inventé la peinture ou les choses ou la sculpture ou la musique ou l'écriture. Non. Ça t'a raison, ça fait. De ce que tu viens de dire. Ouais, tout à fait. Bien, et ben on va poursuivre, on va se faire une avant-dernière pause musicale avec notre camarade Jean Sérien. T'as pas un Jean Sérien, non, derrière les fagots non plus, non? Si, je peux. Eh ben alors, on est là pour faire ta promo, écoute. Il y a comme ça qu'on peut te payer, alors bon, faut en profiter. Je voulais juste réagir sur ce que disait Jean d'Ophélie, ça me renvoie directement au poème de Rimbaud. Ophélie, l'hommage à Hamlet, je crois, enfin voilà, ça me faisait juste penser à ça. J'aurais bien aimé vous le lire ou l'entendre le lire, mais... Jean va se mettre sur le sentier de la guerre. T'inquiète. En attendant, je vous propose d'écouter une petite pause musicale donc de No Twist, qui est un groupe que j'aime beaucoup, qui est pas forcément très violent, mais vraiment très très agréable. En tout cas, on a bien aimé le dernier, c'était vraiment super. Oui. C'est No Twist, ça s'appelle.
À Racaille, Radio Libertaire, avant Racaille quand même. Il y a quand même une préséance. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Je répète, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Racaille la 24e. Et tout de suite, ce sont les expos de Jean. 2 expos de Jean, mais c'était celle de la dernière fois déjà. Que non. tu rappelles? Non, pas du tout, non. Parce que Tati, tu nous en as parlé la dernière fois. Alors tu dois avoir l'ancien programme. Non, j'ai d'autres. Ah bon? J'ai de Donc nouvelles. tu m'as envoyé J'ai une fausse piste. Non, Robert. Sympa, vraiment gentil. Non, Robert, tu as oublié de copier-coller. Ah ouais? On a besoin d'un arbitre ici. Excuse-moi, oui, Je Igor. voulais d'abord commencer, avant les expos, je voulais commencer par vous donner de nouvelles de Raphaël, mais Ouais. ce sont de mauvaises nouvelles. Oh, Pas merde. admis à l'école des arts décoratifs de Paris. Oh, peut-être tant mieux Et pour alors, lui. À dernière instance, quoi. Oui. Et alors, ce qu'il faut que je raconte, j'ai personne à agresser, hein. Il a eu de très bonnes notes. Mais moi, je peux. Il a eu de très bonnes notes, on les a reçues, ces notes. Et il a eu de très bonnes notes à toutes les épreuves, hein. Il fallait, en fait, ils ont fixé une note moyenne, minimale, pour rentrer. C'était un peu particulier, parce que d'habitude, dans les écoles, ils ont un certain nombre de Là, places. on parle des gobelins. Non, Non, les arts déco, les arts déco, les arts déco de Paris. Ils ont un certain nombre de places. Et évidemment, toutes les personnes, et les premières, voilà. Là, en fait, ils ne procèdent pas de la même façon. Ils s'interdisent d'aller au-delà de 100, mais ils prennent un certain nombre d'élèves, ils fixent auparavant une note minimale moyenne. Et la note minimale moyenne pour rentrer, être admis aux arts déco cette année, c'était 15,25. Oh là là. Quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oh, si, Or, si, il a enfin. eu des notes exceptionnelles. Il a eu, par exemple, 15 à l'oral de culture générale ou encore 14,5 à son dossier et tout. Il a eu des notes étonnantes. Il y en a pas eu une seule qui lui aurait suffi, en fait. C'est-à-dire qu'il a été convoqué là. Ça me chagrine un petit peu quand même, parce qu'il a été convoqué pour la dernière épreuve, alors que les profs qui l'ont fait venir savaient Qu'il va pas être admis. que pour avoir 15,25, il fallait qu'il ait 21 sur 20 à la dernière Ça épreuve. n'existe pas. Non. Alors, à moins qu'ils aient entrevu la possibilité peut-être de remonter d'autres notes, les notes précédentes ou des choses comme ça, c'est un petit peu limite quand même, hein. Surtout qu'ils lui ont fait des tas de compliments. Est-ce qu'ils savent, ces profs, au fur et à mesure, combien d'élèves ils sont dans le limite et combien ils en ont pas? Apparemment, non. Là, c'est pas, 86, par exemple, tu vois. Or, ce n'est pas fixé. Des années, ça peut être 70, d'autres années, 100, tu vois. Parce que de toute façon, ensuite, les études sont tellement dures que les gens sont éjectés au fur et à mesure. Bon, voilà. C'est tout pour les arts déco, c'est tout pour Raphaël. Je lui fais un gros bisou. Je pense que cette école est faite pour lui. Et c'est vraiment dommage qu'il soit pas rentré Ça va cette aller année. l'année prochaine. Ceci dit, ça, il y a c'est sûr, peut-être toi. des gens avant lui qui méritent tout autant de rentrer dans l'école, hein. Ça, Oui, moi, bien je sûr, sais mais pas. ça, quel est- comme on connaît pas les notes de tout le monde, on peut toujours aussi penser que il y a un peu de favoritisme ici et là. Je veux pas rentrer Non, là-dedans non, parce non, que non, mais mais parce on que c'est peut, vrai que non, c'est c'est pas difficile et notre puis, jeu. Oui, moi je C'est pense. pas et puis en notre plus jeu, il va s'y on représenter l'année prochaine. Moi, je pense Ah bah oui, non, d'accord. Moi, je pense que t'es pas loin de la vérité. Bon, écoute, en tout cas, ils lui ont fait de tels compliments qu'on avait vraiment fini par y croire et que ça a été moi, j'étais prof du désespoir, hein. Je vous. Bon, et allez, c'est fini là-dessus. Les expos Aki Kuroda à la Galerie Maeckt, 42 rue du Bac dans le 7e arrondissement de Paris. Ça, c'est jusqu'au 18 juillet. La Galerie Maeckt reçoit les œuvres d'Aki Kuroda, un artiste d'origine japonaise qui vit et travaille en France depuis 30 ans. Si la peinture reste pour Aki le média fondamental, la diversité de ses créations fait de lui un artiste aux multiples facettes, susceptible d'intéresser ou de bouleverser les créateurs venus de tous les horizons de la création. Mythe et réalité du cinéma italien, là c'est encore une histoire de femme. C'est au Bon Marché Rive Gauche, 24 rue de Sèvres, dans le 7e arrondissement de Paris. Nombre de photos inédites de divas italiennes comme Sofia Loren ou encore Anna Magnani, prises sur les tournages de films de Fellini ou encore de Visconti. Voilà, ça c'est 2 expos à ne pas rater. D'accord, on fait un coucou à Pat qui est toujours dans Du Metz. plat pays sous l'eau.
qui d'ailleurs s'est planté pour envoyer un mail parce que l'adresse est bonne, mais Pat, il faut faire attention où tu mets les points, il faut pas mettre de majuscules, pas faire de fautes, enfin bref. Les pieds dans les polders. Les pieds dans les polders, ça t'arrange pas, ma chère Pat. L'amour, oui, mais l'amour humide comme ça, non. Pour dire seulement aux auditeurs qu'on parle d'une artiste peintre exceptionnelle, Patricia Dumez. Ça, c'est l'avis d'Igor. Il nous a pas demandé si on le partageait. Il est adorable, Igor. Oui, de toute façon, Igor, là, il n'y a aucune chance qu'il traite en direct une copine de mauvaise. Non, mais c'est pas la première fois qu'il le dit. Je crois qu'il aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui, il aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui, bien sûr. Il aime beaucoup, surtout Pat, je crois. Bien, bah continue comme ça, Pat, mais tu sais, persévère. Non, Jean va mettre l'adresse exacte sur le blog, donc tu pourras t'y référer, parce qu'il y a une autre correspondante qui, elle, a réussi à nous joindre. Remarque, c'est elle qui nous a donné les infos pour nous, pour avoir des messages sur l'ordinateur. C'est un Mac, donc tout doit bien fonctionner. Non, mais là, ce que je ferais, c'est que je mettrais en fait un lien direct sur lequel il suffira de cliquer pour lancer la messagerie de l'ordinateur utilisé par notre correspondant. Qui c'est cette correspondante qui a envoyé le message? C'est Nathalie. C'est Nathalie aussi. Mais Nathalie a téléphoné. Est-ce qu'elle n'a pas envoyé le message par le téléphone? Ah non, je viens de parler avec elle. Non, elle a envoyé un mail sur l'ordi. C'est pas sur la boîte téléphonique d'Orange ou un truc comme ça. Non, c'est sur. Non, ça c'est clair. Mais tout à l'heure j'ai parlé à Nathalie. Oui. On a reçu son mail à elle. Oui, aussi. On l'a reçu. Oui. C'est toute la magie de Nathalie. Elle est partout. Incroyable. Comment? C'est toute la magie de Nathalie, elle est partout en même temps. Oui, elle est partout en même temps, mais malheureusement, elle va l'être moins puisqu'elle doit quitter son émission. Là, on en fait des totes, mais parce qu'elle vient. Oui. Non, Nathalie, ne pars pas, Nathalie, ne nous quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, oublier ces heures qui tuaient parfois le cœur du bonheur à coup de pourquoi. Tu vois, Nathalie, et c'est moi qui supporte tout ça. La valse à 1000 temps. Ah oui, il valse à 1000 temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des tours du côté de l'amour, il valse à 1000 temps. Ah bah voilà, ça y est, il est réveillé. Je vous raconte pas, il va nous falloir quelques heures pour le rendormir. Et là, il a encore 3 minutes. On va l'emmener à l'artiste, là, à coup de Côte du Rhône, on devrait. Eh bien, cher Jean-Christophe, heureux de t'avoir retrouvé, en espérant qu'on va pas te reperdre tout de suite, que tu pourras à nouveau assurer pour les 2 semaines suivantes. On prévient quand même nos chers auditeurs, comme dit Igor, parce qu'il vous trouve toujours très cher, que au mois de juillet, au mois d'août, nous serons absents. Nous serons absents de Paris. Je sais pas, Igor, oui, probablement aussi. Comme c'est un jet set man. Non. Voilà, et donc on se fait un petit temps d'esprit, ce qu'on a oublié pas oublié, mais bon, enfin qu'on a oublié. non, excusez, je commence à vieillir. Franchement, là, ça s'accélère. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut à tous. À bientôt, tous. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant.
en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte, et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.